Bienvenue dans les beaux quartiers, à 2 pas de l'étoile, là où les architectes flambent et les princesses savent recevoir. Elle avait la beauté des Italiennes, la grâce florentine et l'esprit parisien. Dans un quartier où les chaussures brillent et les cireurs parfois se lâchent. Comme on l'appelle en botterie, un miroir de bordel. Un miroir de bordel. Un quartier où le champagne pétille si bien que le cinéma se prend pour l'opéra. À votre santé. Allez, suivez-moi, vous allez être surpris autour de l'avenue de Friedland. Je vous emmène aujourd'hui dans un quartier chic de la capitale. On y croise surtout des touristes émerveillés, de grosses cylindrées pressées et des hommes d'affaires affairés. Pourtant, derrière les façades cossues et les costumes 3 pièces, se cachent des histoires d'hommes et de femmes inattendues. Bienvenue chez Félix Nicolas Potocki. Ce comte polonais fit construire cet hôtel majestueux pour les beaux yeux d'une princesse. Depuis 1923, le bâtiment abrite la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Bonjour Président. Bonjour. Merci de m'accueillir dans cet incroyable bâtiment. La porte à elle seule, c'est un véritable monument. Cette porte, dite porte de bronze, est tout à fait particulière. Elle est normalement réservée à l'accueil de chefs d'État. Donc bienvenue à la Chambre de commerce. Par la grande porte. On la doit à qui cette porte? On la doit à un des nombreux artisans qui ont fait cet hôtel particulier, l'orfèvre Christophe, en 1881 et les années suivantes, à la demande du comte Potocki, qui était donc un homme fortuné, la décoration de la maison vous le montrera, mais aussi un homme profondément amoureux, puisqu'il avait dès le départ destiné la construction de cet hôtel à celle qui allait devenir sa femme. On connaît peu de personnes qui aujourd'hui offrent à leur future épouse un tel palais, une telle porte, un tel escalier. On est dans une histoire d'amour ici. On est dans une belle histoire d'amour. L'histoire dit qu'un peu plus tard, ça s'est compliqué. C'est un véritable délire, cet hôtel particulier. C'est l'inspiration du moment. On est donc à la fin du 19e. On avait envie de démontrer qu'on était riche, qu'on était capable d'employer, je crois, 13 ou 14 pierres différentes pour faire cet escalier, qu'on était capable de rappeler des tapisseries d'Aubusson pour essayer d'en mettre un peu partout dans des formats qui ne correspondent pas à une habitation privée en général. Président, d'où vient l'incroyable fortune du comte Potocki? La famille Potocki était connue pour être de riches propriétaires terriens, donc essentiellement fonciers agricoles, forêts peut-être. Et puis nul doute que le comte, à l'instar de ses congénères, était aussi un financier, un de ces banquiers qui finançait le déploiement au cours du 19e de l'économie européenne. Alors là, on arrive en haut de l'escalier et à votre bureau. On arrive à ce qui est véritablement la chambre, pas la chambre de commerce, mais la chambre de la comtesse. Le comte n'avait pas des goûts simples et il ne manquait de rien pour les assouvir. On est dans l'une des pièces les plus emblématiques de l'hôtel ici. De par son histoire, oui. De par ce qui s'y passe, pas tant que ça. Il se passe plus de choses dans les différentes salles de réception ou de réunion de la maison. Une chambre de commerce est un lieu d'échange. C'est finalement une place de marché, si on raisonnait un petit peu par rapport à l'histoire très ancienne. Le bureau du président est très emblématique, il est spectaculaire, il donne sur de beaux jardins. Il est quelque peu exubérant en termes de décoration, mais ça n'est pas le cœur de la maison. Le cœur de la maison, c'est les différents endroits où des élèves, des chefs d'entreprise, les employés de la maison, des politiques, des chefs d'État étrangers viennent se rencontrer pour simplement développer l'économie. Ça fait quoi de travailler sous ces lambris, avec toute cette histoire? C'est pas un peu lourd? Oui, mon goût irait vers des choses plus simples. Et l'inspiration, quand vous écrivez vos discours, quand vous travaillez, elle vient d'où? Des fresques un peu olé olé, spectaculaires. Alors, si vous observez la position de mon bureau et le regard direct, il n'y a pas d'ambiguïté. Des inspirations un peu olé olé. Celle qui est la plus remarquable, c'est celle qui figure au plafond, mais il faut littéralement se tordre le cou pour en comprendre toute la saveur. Donc c'est assez incompatible avec l'exercice du discours. Rappelons que sous ou devant le miroir figurait le lit de la comtesse. Cela vous laisse toutes les hypothèses que vous voudrez. Et pour vous, si vous voulez écrire un discours, c'est allongé? Moi, en général, j'écris assis et finalement le nez dans ma copie, classiquement. À côté des dorures, au rez-de-chaussée, se trouve une autre merveille architecturale. 2 immenses salons entièrement réalisés par Ruhlmann, le grand maître du style Art déco. Ce qu'il faut souligner, c'est que le comte Potocki a réalisé, créé, construit cet hôtel particulier par amour pour sa femme, Oui. alors qu'elle détestait ça. Elle détestait tout ce qu'il faisait. Elle détestait la dorure, elle détestait le marbre, elle détestait les chevaux.
Et elle préférait tenir son salon littéraire, le Club des Maccabées. Qui était donc ici. Oui. Ça, c'était son endroit, c'était sa pièce. C'est la pièce qu'elle a décorée, qu'elle a fait décorer elle-même dans un style de Renaissance italienne, puisqu'elle était italienne. Et c'est ici qu'elle recevait ses amis, les Maccabées, Proust, Maupassant, Gervex, Béraud, tous ces hommes qui étaient passionnés par la comtesse. C'était quoi ce club des Maccabées? C'était un endroit où se côtoyait tout le monde artistique de la fin du 19e, que des hommes, puisque la comtesse n'aimait pas non plus les femmes. Et lorsqu'on devenait membre des Maccabées, on recevait une épingle à cravate sur laquelle elle avait fait graver « à la vie, à la mort pour la comtesse ». On disait d'elle qu'elle avait la beauté des Italiennes, la grâce florentine, la politesse française et l'esprit parisien. Et ça veut dire quoi selon vous, l'esprit parisien? L'esprit caustique? L'esprit caustique, oui, de toute façon. On raconte que Maupassant était particulièrement amoureux de la comtesse. Ah oui, il était fou amoureux d'elle et elle en profitait bien, hein, elle le menait un peu par le bout du nez. Et une anecdote comme ça, un jour Maupassant se trouvait dans le sud de la France et elle lui fait envoyer un billet « Guy, revenez vite, j'ai besoin de vous à Paris ». Maupassant remonte à Paris de toute urgence et lorsqu'il vient sonner à Lutry-et-Land, elle fait envoyer un de ses valets « Dites à monsieur de Maupassant que je ne peux pas le recevoir ». Ce qui n'a pas empêché à l'écrivain de lui écrire de magnifiques lettres. Oui, d'amour. ils ont tenu une correspondance littéraire pendant de nombreuses années. On m'avait dit que votre plus grand amusement consistait à rendre les hommes amoureux de vous et à les berner ensuite. Que vous ne pouviez tolérer autour de vous que ceux sur lesquels vous aviez une influence dominatrice. J'étais donc fort prévenue contre vous. Je me suis d'autant plus méfiée, d'autant plus roidie, que je subissais terriblement votre charme. C'est un portrait à charge, là, quand même. Hein. C'est la vérité? Elle était comme ça, la comtesse? Oui, elle était comme ça. On l'appelait la patronne. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Vivant. Je suis honoré de te retrouver. Ah, c'est bon ça, Bonne c'est blague, bon. hein. Ouais. J'étais fasciné par les dates en regardant 1799, 1850, 51 ans pour écrire tout ce qu'il a écrit, qu'on lit encore aujourd'hui, Honoré de Balzac. Bon, mais s'il est là, d'ailleurs il est bien implanté, hein. C'est pas pour regarder le paysage, c'est pas pour compter les voitures. Non, il est là parce qu'il a habité dans le coin. Il faut dire qu'ici, il faut faire abstraction de tout. Ici, il y avait un jardin extraordinaire qui a été la propriété d'un homme dont je voudrais vous parler. Mais pour ça, on va aller dans le jardin, on va être plus au calme avec Allez, les on va pigeons. voir ça. Frédéric, on est au cœur des anciennes terres de Nicolas Beaujon. C'était qui précisément ce Nicolas Beaujon? Un milliardaire. Ah, carrément. Ah oui, parce qu'il a créé sa propre banque, il a fait des affaires incroyables, il a un petit peu spéculé sur les grains. À l'époque du roi Louis XV, tout le monde avait besoin de grains parce qu'on faisait son pain, parce que chacun cultivait son petit lopin de terre. Lui, il a un petit peu spéculé, il s'est fait vraiment une fortune colossale, à tel point qu'il a acheté tous ses terrains. Ça allait jusqu'à la chambre de commerce et d'industrie, ça allait juste derrière. Ça prenait. T'as un grand terrain vague, tout ça. Alors, ça n'avait rien de vague, hein, parce qu'il avait fait des travaux. Il est devenu le milliardaire du règne de Louis XV. C'est même à lui que Louis XV a vendu l'Élysée. À l'époque, ça ne s'appelait pas l'Élysée. Ce palais, il lui vend, parce qu'il avait besoin de sous. Nicolas Beaujon, il était extrêmement riche, un peu farfelu aussi. Oui. Comme Michael Jackson, il s'était fait son propre parc d'attractions. Mais oui, chez lui, vous imaginez? Avec des montagnes à la française, des montagnes russes, vous savez, les trucs qui montent, qui descendent, qui faisaient plaisir à tout le monde, des feux d'artifice. On appelait ça la folie Beaujon. C'est vous dire si le gars était un petit peu illuminé. Mais surtout, c'était d'abord une maison de campagne, parce qu'on était vraiment assez loin du cœur de Paris. Et puis, avec ces terrains, on y a construit des dépendances. Et c'est dans ces dépendances qu'on a retrouvé Honoré de Balzac. Oui, parce qu'il a racheté un morceau de cette dépendance. Il l'a acheté en 1846, mais il est mort, on l'a vu tout à l'heure, en 1850. Alors il en a profité 4 ans, le pauvre. Mais enfin, il était bien là, mais on n'a plus de traces. Et ce sont les Rothschild qui ont détruit la maison de Balzac. Oui, pour agrandir le jardin. Le quartier Beaujon est décidément toujours en mouvement. Récemment, des HLM high-tech sont sortis de terre, une volonté de diversifier la population. Beaujon abrite aussi un complexe sportif avec une vraie surprise, le plus haut mur d'escalade de Paris. Vas-y, regrimpe et on en refait une troisième là. Ou cette fois, par contre, t'essayes d'être actif dans la chute. Allez, remonte pied gauche et droit là, les deux. Encore un petit peu. Allez, vas-y. C'est quoi les qualités requises pour être un bon grimpeur? Il faut être coordonné. En fait, plus on est coordonné, plus on va avoir une fluidité dans le mouvement. Couplé à une souplesse, ça permet vraiment d'être pas mauvais, je pense. Quelqu'un de très sportif,
En 1 ou 2 séances, une fois qu'il a apprivoisé un peu la hauteur, il va en haut du mur, hein. Par la voie la plus facile, bien sûr. Combien là? Il y a 20 mètres? Il y a 20 mètres, ouais. L'avantage d'un mur aussi haut, c'est que quand on va en extérieur, on est plus près des vraies hauteurs naturelles. Allez, 1, 2 et 3. Il est parfait. C'est crevant d'aller jusque là-haut? Je voulais essayer. J'ai le vertige. D'accord, alors oui, c'est crevant, j'ai plus de bras là, mais vraiment, là je sens un bout de bois ici, Ah ouais? clairement. Alors je manque d'entraînement, je suis un petit jeune, on va dire. Mais, Côté ça danger passe. qui est excitant aussi ou pas? Il n'y a pas de danger, on ressent pas de danger vraiment. Sauf quand on se lâche, il y a un petit coup d'adrénaline, un petit coup de boost, qu'on se lâche volontairement ou pas, hein, parce que parfois on demande à ses doigts de pincer la prise et puis en fait ça pince plus, hein, puisqu'on n'a plus de jus. Hein. Pour les enfants, c'est souvent très bénéfique parce qu'ils apprennent à connaître leur corps un peu plus, la coordination, à aussi avoir confiance dans l'autre parce qu'on ne peut pas grimper tout seul. Donc il faut avoir confiance dans celui qui nous assure. Et puis quand on est assureur, accepter que l'autre puisse tomber et que ça va être notre responsabilité de le rattraper. C'est aussi un sport d'équipe alors le... Oui, c'est un sport de binôme, quoi, de cordée. C'est le seul sport qui m'a complètement vidé la tête quand on est en train de pratiquer. On pense plus du tout au reste. Moi, mon sport, c'est le vélo. Mais pour faire le tour de l'Arc de Triomphe et frimer avenue de Friedland, je conseille plutôt la moto. Surtout quand elle en jette, comme celle de Mike, un véritable biker à l'américaine. Ah, c'est super cool, c'est super confortable, on y prend goût. Et le voyage avec Mike ne s'arrête pas là. Nous voici maintenant en Extrême-Orient, à la Compagnie de la Chine et des Indes. Je vais vous demander de m'attendre une petite seconde et j'arrive tout de suite. À tout de suite. Ah, c'est un autre homme là. Ça, c'est le costume d'antiquaire. C'est le costume d'antiquaire. La vie d'avant, je travaillais aux États-Unis principalement et mon métier était de m'occuper des guitares des autres. Donc j'ai travaillé pour certains des plus gros groupes de rock du monde. Je faisais environ 250 concerts par an, jusqu'au jour où mon père m'a téléphoné une nuit, quand j'habitais à New York. Il avait besoin de quelqu'un qui vienne l'aider. Donc je suis revenu des États-Unis et j'ai commencé en 84 ici. Mon grand-oncle avait installé cette galerie en 1935. Lui, avant ça, était télégraphiste sur des navires. Et lors de ses voyages en Chine, il a commencé à acheter des objets, il a commencé à les proposer. Il est devenu l'acheteur de la Compagnie de la Chine et des Indes. Ensuite, il a racheté la Compagnie de la Chine et des Indes et l'a installée ici. Et a commencé évidemment des collections assez importantes. Donc ici, on vend des antiquités extrême-orientales. Voilà, ici, nous nous sommes spécialisés dans la Chine, le Japon, le Tibet, l'Inde, le Népal, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, du néolithique au XVIIIe siècle. À l'époque, ça se passait très simplement. Ils allaient en Chine, ils achetaient à bon compte des objets dont personne ne voulait là-bas. Certaines pièces étaient cassées, étaient dans la jungle, dont personne s'y intéressait. Donc votre grand-oncle, lui, on peut dire qu'il chinait en Chine, quoi. Il chinait en Chine. Et maintenant, ce sont les Chinois qui chinent en France. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils rachètent un petit peu leur patrimoine, parce qu'il y a maintenant, ils ont les moyens de le faire. Mike, comment votre père vous a appris le métier? Je vais vous montrer comment ça se passait à l'époque. Je vais vous montrer ça. Donc ici, c'était la salle de classe. À l'époque, l'architecture était tout à fait différente et il y avait des vitrines un petit peu partout. Mais mon père avait pour habitude d'appeler mon cousin et moi et de nous demander des explications sur tel ou tel type d'objet et de lui expliquer, de lui raconter l'histoire de l'objet, ce que c'était, à quoi ça correspondait. Par exemple, ça, c'est une paire de cavaliers Ming de la fin du XVIe, début du XVIIe. Et si vous répondiez pas bon? Et si on répondait pas bon, on retournait dans notre bouquin. Ah, c'était sévère. Oui, mais il avait raison, parce que la qualité de certaines pièces exige que l'on sache de quoi on parle. Ici, vous avez un chien Han du 1er siècle, et donc ça, c'est un très très bel exemple. Il y en a un similaire un petit peu au musée Guimet,
mais celui-ci a gardé quand même toute une partie de polychromie. Donc on était questionné à l'époque par mon père sur la qualité, pourquoi cet objet était plus beau qu'un autre. Et on a reçu une formation sur le tas, comme on peut dire. Donc vous êtes le seul antiquaire parisien hard rocker. Bah écoutez, je ne sais pas, s'il y en a d'autres, ils sont les bienvenus, comme ça on pourra jouer ensemble. Ça serait bien de faire un groupe d'antiquaires hard rocker. S'il y en a d'autres. Je suis désolé mon vieux, fini ton histoire d'amour avec cette belle moto, mais tu vas repartir avec moi. Frédéric, je viens de remonter cette belle avenue de Friedland qui débouche sur cette célèbre place de l'Étoile. Mythique. Mythique. D'ailleurs, il n'y a que des touristes. On la doit à qui précisément cette place? Alors en fait, il a fallu d'abord araser parce que c'est une colline ça. Il a fallu donc. C'est vrai que ça monte un petit peu. Ça monte un petit peu de partout, hein, de tous les côtés. C'est Louis XV qui a décidé de ça. Et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus? On va mettre quoi? On va construire une statue, on va mettre une fontaine, puis on a laissé en l'état, il n'y avait pas de sous. C'est finalement Napoléon qui décide, au retour d'Austerlitz, donc en 1806, de construire un arc, comme les Romains, un arc triomphant. Ce qu'il voulait, c'était rendre hommage aux armées de l'Empire qui venaient de vaincre à Austerlitz. Alors, il pose la première pierre le 15 août, jour de son anniversaire. Il met un peu de... Il met une brique, et puis ça y est, on se dit ça va être construit. Ça va mettre 30 ans. Ah, quand même. Mais oui, mais les caisses sont vides, comme toujours. À chaque fois qu'on veut faire des grands travaux, il n'y a pas de sous. Alors là, c'est la même chose. Donc ça va mettre 30 ans. Finalement, c'est sous Louis-Philippe que ça va être inauguré. Donc vous voyez, en 1800, à partir de 1836. Mais alors, on a ces sculptures qui sont magnifiques. Et là, on est très bien placé parce que la sculpture de droite, c'est ce qu'on appelle la Marseillaise. Et ça, c'est emblématique de l'Arc de Triomphe. En dessous, il y a le nom de tous les généraux, de toutes les batailles de Napoléon. Donc c'est vraiment un lieu de souvenir pour l'Empire. Et puis en dessous, comme on le sait, il y a le soldat inconnu qu'on a placé là en 1921. Et en 1923, on a inauguré la flamme qui brûle en permanence. Alors, de cet Arc de Triomphe par 12 avenues, oui, dont certaines portent le nom de grandes batailles de Napoléon, mais alors, pas toutes. Non, pas toutes. De l'autre côté, c'est l'avenue de la Grande Armée. Alors là, on voit bien, ça c'est Napoléon. Et puis on a l'avenue de Friedland, vous en veniez, c'est une bataille, une victoire de Napoléon. Il y a une célèbre expression qui est tirée de la bataille de Friedland. Ah oui, faire le mariole. Vous savez, c'est faire le malin, faire le redondant. En fait, c'est un gars qui s'appelait Dominique Gay-Mariol, soldat de l'Empire, soldat de Napoléon, de la vieille garde. Un gars de 2 mètres, vous imaginez l'envergure. Après Friedland, Napoléon lui dit on va présenter les armes. Alors il dit oui, d'accord, mais au lieu de prendre son fusil, ce grand gaillard, il prend un canon. Ah, il était costaud. Et, oui, il a fait le mariole et du coup c'est resté. Son nom est inscrit dans cette histoire, dans cette expression du langage courant et tout ça grâce à Friedland. Vous pouvez me refaire un peu le mariole? Vous pouvez me refaire Napoléon qui pose la première pierre là? Ah oui, oui. Chop. À l'autre extrémité de l'avenue de Friedland, au début du boulevard Haussmann, on entre de plein pied dans le quartier des affaires. Un endroit où l'on adore se faire cirer les pompes. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. J'ai besoin d'un docteur chaussures pour un cas désespéré. Je vous laisse vous installer. C'est pas beau à voir, hein. On devrait pouvoir faire quelque chose. Voilà. Ce qui leur arrive, c'est un petit peu de laisser aller sur l'entretien. Mais bon, rien de dramatique. Il y a un rapport particulier quand même entre les garçons et leurs chaussures. Oui, je crois. Je pense qu'on a tous les souvenirs. Si je vous demande où vous les avez achetés, quand vous les avez achetés, vous pouvez vous remémorer tout un tas de choses autour de ce moment. Et vous, quel rapport vous entretenez avec vos chaussures? Moi, passionnel. J'ai changé ma vie pour la chaussure. Voilà. J'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec les chaussures. Et arrivé au bout de mes études, j'ai fait une formation complète en compagnonnage pour devenir maître bottier. Et depuis, écoutez, je vis que à travers la chaussure. Et qu'est-ce qui vous plaît tant? Vous rencontrez tous les gens qui vont pouvoir porter les chaussures. Je sais pas, après il y a un contentement avec la matière, on peut redonner vie à des choses un peu plus usées. Alors quel conseil vous pouvez donner pour avoir des souliers toujours impeccables? Alors les entretenir avec beaucoup de régularité. Donc ça commence par les porter une fois toutes les 96 heures. Voilà, pour bien faire. D'accord. 3-4 jours. Jamais les porter 2 jours de suite.
Sitôt retirés de sur votre pied, les mettre dans des embauchoirs. Ça évite les plis sur le Alors, dessus. ça va surtout, on évite à ce moment-là d'avoir le soulier qui sèche Ah, d'accord. comme ça. Et après, on les cire combien de fois par... Et ensuite, alors, le minimum à vraiment respecter, c'est une fois par mois. C'est plein de techniques quand même. Ah, montrez-moi. Léger glaçage, chaussures qu'un client nous amène, c'est ce que ça donne. Après un entretien et un nettoyage. Ça, c'est un client qui va être content apparemment. Hein. Et ça, c'est l'effet glaçage. Glaçage, c'est légèrement sur la pointe, l'effet un peu plus brillant que vous avez sur la pointe. Après, le reste, c'est un entretien et un cirage complet. Et donc, on peut pousser le glaçage beaucoup plus loin, jusqu'à obtenir, comme on l'appelle en botterie, un miroir de bordel. Un miroir de bordel. Voilà. J'adore l'expression. Ça, c'est du miroir de bordel. Pratiquement. Je vous laisse faire ça. Moi, je vais profiter de votre canapé en attendant. Très bien. En tout cas, je confirme. Hein. C'est super cool de se faire cirer les pompes. J'adore. Hop, j'arrive. Alors, est-ce qu'il y a eu un miracle? Bon, alors maintenant, juste pour les entretiens à venir pour vous à la maison, un vieux collant. L'avantage du collant, c'est comme il est en matière synthétique, vous allez chauffer la cire plus fort qu'avec du coton. Et la cire chauffée vous rehausse le brillant. Voilà. Merci, docteur. Je vous en prie. On va les rechausser. Je vais vous montrer une petite astuce sur le nœud. Un nœud, ce qu'il y a de plus simple. Et au moment de passer dans la boucle, vous tournez 2 fois. J'ai là aucune chance qu'il se défasse dans la journée. C'est formidable. En plus, j'apprends à faire mes nœuds de chaussures. Merci, maman. Je vous en prie. Ça y est, je suis tout beau pour une soirée au Balzac. Un cinéma né en 1935, la même semaine que le paquebot Normandie. Et je ne dis pas ça au hasard. Bonsoir, bonsoir mon capitaine. Bienvenue au Balzac. Je suis à bord de quoi ici? D'un cinéma ou d'un bateau? Eh bien, c'est l'ensemble. C'est un voyage que mes spectateurs adorent faire en allant au Balzac. On m'a dit que tous les soirs, c'était la croisière s'amuse ici. Oui, la croisière s'amuse, la croisière s'angoisse, mais de toute façon, on vit une aventure en venant ici. Il est unique, votre cinéma, ici, dans le quartier. Il est original, surtout. Et d'avoir une grande salle, arrêt, essai, recherche aux Champs-Élysées, ça ne se trouve plus. Mais c'est important pour moi, c'est un enjeu de société. S'il n'y a plus de cinéma de proximité, il n'y aura plus que des multiplexes. Mais pour faire venir quand même les spectateurs chez vous, vous êtes un peu creusé les méninges. Il a fallu inventer des choses quand même. Ça fait très longtemps que je pratique la rencontre avec mes spectateurs. Ça fait 41 ans que je m'occupe de ce cinéma. Je n'avais pas les moyens d'avoir un animateur, donc le seul que je pouvais avoir sans frais déliés, c'est moi-même. Donc je me suis mis devant et j'ai créé beaucoup d'animations. Des matinées pour les enfants, des soirées gastronomiques. C'est compatible de manger, de boire et de regarder un film en même temps? Je n'aime que 3 choses dans la vie, le cinéma, la gastronomie et la musique. Eh bien, j'ai mis au Balzac tout ce que je voulais pratiquer moi-même. C'est un lien social, le Balzac. Et ce lien social, je tiens à le tisser quotidiennement. Et ce soir, c'est avec des bulles de champagne que les spectateurs vont se rencontrer. C'est la soirée opéra. Merci. La salle est ouverte. J'adore ce cinéma. Parce que c'est un cinéma indépendant, parce qu'il va des films très bons, parce qu'on a un accueil fabuleux. Il y a beaucoup de choses qui se font au-delà des films. Donc c'est un lieu de vie, quoi. C'est vraiment magnifique. Vous allez jamais au cinéma ailleurs? Quand un film passe ici et ailleurs, je viens ici. Et pourtant, j'habite pas ici, du tout. Ah, vous faites des déplacements? Ah ouais. Ah ouais, moi je suis à l'autre bout, là. Au but de Chaumont, c'est très loin. Mais je viens jusqu'ici. C'est une idée aussi pour la coupe de champagne? Oui, ça c'est le plaisir, c'est le fun en plus, ouais. Comme hier, il y avait la vodka, c'est très bien. Ah, vous étiez déjà là hier? Bien sûr. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Eh bien, bonsoir. Je ne sais pas si je dois dire prosit, à votre santé ou na zdrowie. C'est épouvantable de faire des soirées russes en ce moment. À votre santé. Voilà, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle.
La mauvaise nouvelle, c'est que vous n'aurez pas de sandwich à l'entracte ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'à la place, notre cuisinière vous a confectionné un petit panier et vous aurez évidemment un verre de vodka avec. Le spectacle que vous allez voir ce soir est superbe. On a fait un travail sur le son pour que vous soyez vraiment l'opéra. Je pense que vous allez avoir une merveilleuse soirée. Donc l'entracte est dans 1h30 et la deuxième partie enchaînera après l'entracte. Très bonne soirée à tous. J'ai commencé ma journée en Pologne, je la termine en Russie, après un détour par la Chine. On voyage beaucoup autour de l'avenue de Friedland. Un quartier à découvrir et une émission à revoir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.